Avant de commencer cet épisode, je souhaite remercier celles et ceux qui ont partagé de sympathiques commentaires sur mon livre Self-Manager. Je vous lis tout de suite celui de Denis, véritable boîte à outils pour travailler avec efficacité et sérénité, à lire une première fois pour prendre de nouvelles habitudes et à avoir sous la main pour ne pas les perdre. Un grand merci Denis, et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Commençons tout de suite ce nouveau numéro d'ASAP. Ils ont quelque chose à dire et bien souvent à écrire sur le monde professionnel et ses évolutions. Ils sont inspirants car ils éclairent le chemin d'un univers de plus en plus complexe, de plus en plus rapide et nous aident à prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre les tendances de fond, tenir le cap et progresser. Ils, ce sont les invités d'ASAP, le podcast qui décrypte le monde du travail. Eh bien, je pense que le slashing, c'est de la biodiversité professionnelle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve justement un équilibre, c'est comme ça que les systèmes se nourrissent les uns les autres. Cette semaine, mon invité est Marielle Barbe, auteure de Profession Slasher, Cumuler les jobs, un métier d'avenir. Marielle va partager avec nous ses apprentissages sur ce phénomène, celui des slashers qui concerne aujourd'hui plus de 4 millions de personnes en France. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Je suis Marielle Barbe, je me présente aujourd'hui comme étant une slasheuse pleinement assumée, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, mon activité professionnelle se séquence autour d'activités de coaching. Je suis aussi consultante en entreprise. Mais étonnamment, j'ai écrit un livre sur le phénomène des slashers et pour faire la démonstration qu'on n'était pas obligé de faire toute sa vie la même chose et d'être dans une monoactivité et d'être un expert en quoi que ce soit. Et étonnamment, depuis que j'ai écrit ce livre, on me présente comme l'experte du slashing. Donc c'est un joli pied de nez de la vie. Donc voilà, je suis consultante aujourd'hui, formatrice, coach, conférencière puisque je donne beaucoup de conférences aussi sur ce thème du slashing et auteure puisque j'ai écrit Profession Slasher qui est un livre dédié à ce sujet. Ouais, c'est l'histoire de ma vie en fait, c'est-à-dire que finalement ça ne pouvait pas être autrement parce que j'ai découvert à 45 ans que j'avais toujours été une slasheuse sans le savoir. Jusqu'à l'âge de 45 ans, j'ai pensé que j'étais une personne instable qui n'arrivait pas à trouver sa voie. J'attendais avec vraiment beaucoup de ferveur et d'espoir que la vocation tombe un jour du ciel et que je sache vraiment pourquoi j'étais faite, parce que j'avais très envie de contribuer à ce monde et de faire un métier, en tout cas qui faisait vraiment sens pour moi. Et qui faisait sens aussi pour l'humanité au sens large. Donc j'attendais vraiment cette vocation et puis ça ne venait jamais, ou parfois je pensais que ça venait, que c'était là, que j'avais trouvé enfin le job ou le métier. Et puis au bout de quelques temps, je finissais toujours par m'ennuyer, ou il me manquait en tout cas toujours quelque chose, et j'ai fini par comprendre à 45 ans, totalement par hasard, en lisant un magazine féminin sur le comptoir d'un zinc en allant déposer ma fille à l'école un matin, qu'en réalité j'étais une slasheuse depuis toujours, que j'étais une personne qui avait besoin de faire plusieurs activités à la fois pour trouver un équilibre dans ma vie, des activités qui faisaient appel à la fois à ma tête, à mon cœur et à mon corps, pas forcément tout le temps dans la même séquencée de manière bien répartie dans la journée ou dans la semaine, mais en tout cas pour retrouver mon équilibre, pour trouver un équilibre, pour m'épanouir, j'avais besoin de faire des choses différentes. Mais surtout, j'avais besoin d'avoir la liberté de pouvoir toujours faire de nouvelles choses, d'avoir la possibilité d'aller investir, d'aller aiguiser ma curiosité, d'aller explorer de nouveaux territoires à l'infini. Et ça, pour moi, c'était jusqu'à ce que je découvre que j'étais une slasheuse, je pensais que c'était une difficulté professionnelle, que c'était presque
un défaut, enfin voilà, quelque chose qui était pas tout à fait ajusté chez moi, et j'ai fini vraiment par comprendre, grâce à toutes les lectures que j'ai enchaînées à la suite de la découverte de cet article et à tout ce travail de recherche que j'ai fait finalement sur moi-même, sur mon parcours, mais aussi sur ce phénomène de société, parce qu'il s'agit vraiment d'un phénomène de société, qu'en réalité j'étais plutôt quelqu'un de plus que normal, enfin dans le sens bien équilibré, puisque on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je suis convaincue aujourd'hui que notre cerveau est fait pour apprendre tout au long de sa vie et ne jamais s'arrêter, qu'on est fait pour se déployer tout au long de nos vies. J'avais besoin d'avoir la liberté de pouvoir toujours faire de nouvelles choses. Eh bien, je pense que le slashing, c'est de la biodiversité professionnelle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve justement un équilibre. C'est comme ça que les systèmes se nourrissent les uns les autres. Donc, si je dois résumer, le slashing, pour moi, c'est simplement une manière de concevoir la vie professionnelle autre que celle qu'on nous a inculquée ou dans laquelle on a essayé de nous faire rentrer dans une norme de la monoactivité depuis la révolution industrielle. Le slashing, c'est l'antithèse de ça. C'est au contraire, ça se rapproche plutôt de tout ce qui est en lien avec les humanités, avec la Renaissance, avec tous les polymathes, les personnes qui faisaient plusieurs choses à la fois, hein, les Léonard de Vinci et compagnie, parce que c'est quelque chose d'organique. C'est la possibilité d'explorer des choses différentes et de composer sa vie professionnelle non pas d'une manière linéaire ascendante, mais plutôt d'une manière organique avec des boucles, des itérations. On fait une boucle professionnelle. Dans cette boucle professionnelle, on découvre des choses et du coup, ces choses-là, on a envie d'aller les explorer un peu plus et on ouvre une autre boucle, etc. Et toutes ces boucles entre elles se nourrissent et nous donnent toute notre multidimensionnalité, cette singularité qui naît finalement de toutes ces facettes, hein, de notre diamant. Donc le slashing, c'est ça, mais finalement aujourd'hui, c'est ce qui me réjouit, c'est que les neuroscientifiques nous donnent la preuve que en réalité notre cerveau fonctionne comme ça, qu'on a besoin pour générer tous les jours de nouveaux neurones jusqu'à la fin de notre vie, de faire des choses différentes, de cultiver notre curiosité, d'apprendre des choses nouvelles. Donc pour moi, le slashing, c'est juste du bon sens en réalité. On nous a un peu déformés, formatés à faire autrement. Mais on sait bien que la question de la norme est très relative. Et de composer sa vie professionnelle non pas d'une manière linéaire, mais plutôt d'une manière organique. Moi, en réalité, je suis convaincue qu'on est tous des slasheurs déjà aujourd'hui et qu'on le serait tous si, depuis qu'on a poussé notre premier cri, on grandissait dans cette idée, justement, non pas d'une vision mono-normée du travail, mais dans une vie où on mettait des lunettes multidimensionnelles et qu'on nous donnait cette possibilité de faire des choses différentes. Hein. Malheureusement, l'école segmente. On est bon en maths, on est bon en français, ou on est bon en sciences, etc. Voilà. Mais il y a d'autres approches pédagogiques qui, au contraire, valorisent toutes les formes d'intelligence. Et Howard Gardner, on a identifié 9 formes d'intelligence. Donc, je déplore que l'éducation nationale ne s'y soit pas encore plus penchée, mais bon, ça met du temps, hein, à avancer. Ça avance par endroits. Donc, je pense qu'en réalité, on est tous slasheurs, sauf qu'on nous a conditionnés pour ne pas l'être, puisqu'on nous demande très, très tôt, mais parfois même à peine on apprend à parler, qu'on nous dit « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand? Tu vas faire quoi comme métier ?» Moi, j'ai une fille qui a 17 ans, il y a une pression incroyable d'orientation à choisir un métier, alors que l'OCDE annonce que nos enfants, les moins de 30 ans, en feront en moyenne 13, et pas de job, un métier.
Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez schizophrénique aujourd'hui entre ce avec quoi on a grandi, qui reste encore très prégnant dans toute la construction qu'on a de notre personnalité et dans la construction qu'on a de notre futur professionnel, et dans les représentations qu'on a dans le monde du travail aussi, puisqu'on rentre dans une entreprise, on a une fiche de poste avec une belle étiquette qui définit notre fiche de poste, parce qu'on nous a imposé ça. Mais la fiche de poste, elle pourrait être totalement hybride. Et on pourrait dire aussi à un enfant, quels sont les métiers que tu aimerais explorer plus tard. Moi, quand j'étais jeune, à 15 ans, quand il s'agit d'orientation, j'avais l'impression que je pouvais faire plein de choses. Mais comme j'étais extrêmement timide et que je manquais de confiance en moi et que j'arrivais même pas à en donner une, à faire un choix, je disais rien. Mais en réalité, j'avais la sensation que je pouvais aller autant dans la culture que dans un travail sur le corps, plein de choses m'intéressaient. Donc je pense qu'effectivement, on est tous slasheurs en potentialité. Et si on aiguisait notre cerveau à ça, et si on nous entraînait à ça, on a tout ce potentiel-là. Alors pourquoi demain on sera tous slasheurs ? Parce qu'on n'aura pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, les millennials, eux, de toute façon, ils ont les Z, les Y, là, ils savent qu'ils feront plusieurs métiers dans leur vie. Ils savent qu'ils n'auront pas la retraite. Ils n'attendent pas les mêmes choses qu'attendait ma génération, la génération de mes parents. Donc, de fait, eux, ils font vraiment ce switch, cette bascule vers un autre modèle de société. Donc oui, demain, on devra être tous slasheurs parce qu'on devra répondre aux attentes de cette génération-là. Il ne faut pas oublier qu'en 2025, 75% de la population active seront des millennials. Donc ça va changer la donne par rapport aux aspirations et à la manière de manager et au sens qu'on donne à sa vie professionnelle. Et puis, on va aussi devoir être tous slasheurs parce que le monde, et là la crise du Covid a été un formidable terreau pour expérimenter ça. L'agilité qui nous est demandée aujourd'hui par les crises multiples auxquelles on est confronté, par cette espèce d'incertitude qu'on a sur le plan économique et social au sens large, fait que on va devoir de toute façon tous savoir rebondir, et que les personnes qui s'en sortiront le mieux, et on l'a vu dans la crise du Covid, les entreprises qui ont su le mieux rebondir étaient des entreprises qui avaient des personnes qui soutenaient cette entreprise d'une manière très agile et qui ont su switcher des modes de fonctionnement, se digitaliser rapidement, réinventer des choses. Donc moi, je suis convaincue que les personnes qui auront eu cette capacité à rebondir, à faire des choses différentes, à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. On a vu aussi dans la crise du Covid que les gens qui s'en sortaient le mieux étaient des gens qui parfois avaient 2-3 activités, parce qu'il y en a 2 qui étaient à l'arrêt pour cause sanitaire et ils pouvaient compter sur une autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... Longtemps, on nous a dit, sois un spécialiste et tu auras la sécurité de l'emploi. Et je suis aujourd'hui convaincue de l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des spécialistes, bien sûr qu'il en faut toujours, mais je pense que même un spécialiste doit pouvoir se dire comment j'exerce ma spécialité de différentes manières. Je peux être médecin, donner des cours, mais je peux être aussi à l'hôpital et je peux écrire des livres et je peux faire des choses différentes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu mais urgent de cultiver cette agilité-là, cette capacité de rebond et d'adaptation et de réinvention. Moi, en réalité, je suis convaincue qu'on est tous des slasheurs déjà aujourd'hui. Decathlon, ils font du slashing ils permettaient aux collaborateurs de slasher sans même savoir qu'ils faisaient ça. C'était normal. C'était normal de dire à quelqu'un, OK, t'as une compétence et tu pourrais la déployer, t'as envie de la déployer, écoute, vas-y. Voilà, tu es aux achats, service bicyclette, et par ailleurs, t'es un super community manager. Tiens, va filer un coup de main sur tel projet parce qu'on a besoin de super community managers. Donc ils ont ça depuis toujours. On peut évoluer très vite chez Decathlon. C'est aussi ce qui fait que les gens restent longtemps. Et je fais un lien avec Decathlon parce qu'au-delà de la crise du Covid, il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui comprennent ça.
l'enjeu, il est bien plus large. C'est-à-dire que quand on permet à un collaborateur d'évoluer dans sa vie professionnelle en adéquation, en alignement avec son évolution personnelle, eh bien, on évite qu'il y ait des écarts entre la vie pro, l'évolution pro et l'évolution perso, et on évite qu'il y ait des engagements dans ce creux-là, dans cet écart qui se creuse, parce que effectivement, la lenteur, la lourdeur de certaines organisations fait que la personne ne peut pas évoluer aussi vite dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Et malheureusement, on est les champions du monde en France du désengagement au travail. Moi, ça me donne envie, vraiment, ça m'atterre, ça me bouleverse, ça m'attriste quand je lis qu'on est les champions du monde du désengagement au travail en 2021, alors qu'on sait aujourd'hui comment fonctionne le cerveau, comment la motivation se muscle, l'enthousiasme aussi. Et je me dis, quel dommage, parce que tout le monde est perdant, le collaborateur et l'entreprise. Et cette idée de pouvoir permettre à quelqu'un au sein d'une entreprise comme le fait Decathlon de faire plusieurs choses différentes en intra, à l'extérieur, eh bien, c'est une richesse inouïe. C'est une richesse inouïe qui nourrit tout le monde, parce qu'un collaborateur qui a un blog à l'extérieur, eh bien, il peut amener cette compétence-là plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur quand on en a besoin. Elle est là. On a une malle au trésor avec des talents incroyables dont l'entreprise, en général, n'a même pas un dixième de la connaissance, parce que toutes les compétences hors fiche de poste de la personne, en général, on ne prend même pas la peine de lui demander quelles elles sont. Donc, c'est un vrai gâchis. C'est un gâchis de talent. Gâchis de talent qui coûte à tout le monde. Elle est là. On a une malle au trésor avec des talents incroyables. Aujourd'hui, le slashing, ou en tout cas la possibilité de permettre à un collaborateur d'évoluer, de changer de poste, d'hybrider sa fonction au fil de sa curiosité, parce que c'est la curiosité le moteur. C'est ça qui va générer de l'enthousiasme, c'est ça qui va générer des nouvelles compétences, c'est ça qui va générer des nouvelles relations. Et aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de tout ça plus que jamais dans le monde du travail. Mais aussi, ça va faire quoi pour l'entreprise ? Ça va lui permettre d'être plus agile, d'avoir des collaborateurs plus agiles qui vont être capables de rebondir en période de crise. Ça va leur permettre de traiter la question de la transversalité de la mobilité interne. Ça va permettre de leur permettre de traiter d'une manière moins impactante financièrement la question du recrutement, des nouvelles compétences, des viviers de talents. Ça va permettre d'accompagner aussi davantage les seniors dans des meilleures conditions, etc., etc. Donc voilà, et au niveau RH, ça répond à de multiples enjeux RH, les questions des risques psychosociaux. Si les gens sont épanouis, s'éclatent, trouvent un sens à leur vie tous les jours en venant travailler, qui est renouvelé sans cesse, parce que nos envies, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, elles ne sont plus du tout les mêmes. Mais l'entreprise, elle prend pas souvent la peine de réinterroger ça. Elle interroge l'évolution des compétences, mais pas forcément l'évolution de nos envies et de nos besoins. Et donc, si on prend cette peine-là, on va permettre aux gens d'être tout le temps à leur place. Et donc, d'être tout le temps motivés pour venir au travail. Et donc, d'être plus productifs, d'être moins en arrêt maladie, d'être moins en burn-out, etc., etc. C'est la curiosité le moteur. Ce qui me semble primordial, c'est effectivement de trouver, de prendre d'abord le temps d'identifier, d'aider la personne à identifier quel est son fil à plomb, son fil conducteur. Ce qui est vraiment la racine et qui correspond finalement à la raison d'être de la personne, qui est quelque chose d'immuable qu'elle a toujours eu dans sa vie, quel que soit ce qu'elle ait fait, d'ailleurs autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Une fois qu'on a identifié ça, en réalité,
ça donne des choses moins extrêmes que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va se dire, OK, moi, autour de ce rôle, de cette raison d'être, il y a plein de rôles qui peuvent me correspondre. Et donc, ça veut dire que dans l'entreprise, si on fait ce check-up, c'est un projet que je suis en train de mener en ce moment au sein de plusieurs entreprises pour une étude que je voudrais lancer à la rentrée. L'idée, c'est ça, c'est de permettre aux collaborateurs qui rentreront dans ce dispositif de dire, OK, ma raison d'être, c'est ça. Elle a toujours été celle-là et elle sera toujours celle-là. En réalité, c'est immuable. Mais par contre, elle peut prendre de différentes couleurs. En fonction du moment de ma vie, en fonction des opportunités, en fonction des besoins de l'entreprise. Parfois, une opportunité aussi fait sens, mais si on permet à un collaborateur de dire « Tiens, tu as telle opportunité, elle semble correspondre à ta raison d'être, est-ce que ça te plaît ?» Puis tu en as une autre, c'est ce que fait le gouvernement canadien. C'est là qu'ils sont forts, parce que c'est simplement des rôles qui changent autour de la même raison d'être. Raison d'être qui vient se compléter, s'affiner, etc., en fonction des nouvelles compétences et des nouvelles envies. Mais finalement, c'est toujours la même chose. Donc ça, c'est important. Et ça veut dire que là, finalement, oui, ça oblige l'entreprise aussi à avoir cette vision globale en temps réel. Mais si on sait que, je sais pas, il y a 3 grandes priorités dans un service ou 3 grandes priorités dans une entreprise pour l'année, on va aligner toutes les équipes sur ces priorités-là. Et autour de ces priorités, il y a plein de possibles pour une personne. Elle peut avoir plusieurs rôles à jouer autour d'une même priorité pour elle. Et alors tout ça, ça se démultiplie à l'infini. Mais effectivement, ça demande après, en RH, de réinventer aussi des modèles, de réinventer le recrutement, de réinventer la mobilité. Et effectivement, pour l'instant, on n'est pas forcément outillé puisque tous nos référentiels sont sur de la mono-expertise. Je schématise un peu, c'est pas toujours le cas. Mais on voit aujourd'hui ce qui existe déjà dans les entreprises quand on permet à un senior de faire du mécénat de compétences, quand on permet à certains dans des programmes d'intrapreneuriat de travailler sur des programmes de start-up en interne, en incubation. Donc il y a plein de choses qui sont déjà en train d'émerger. De réinventer aussi des modèles, de réinventer le recrutement, Ce sont des chercheurs qui ont dessiné 4 grandes tendances pour 2030. Le côté salariat qui va se poursuivre, mais en s'hybridant un peu. Il y a l'entrepreneuriat qui va se développer à fond. Il y a le slashing qui va se développer à fond. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui tourne autour du revenu universel qui va aussi émerger. Mais ce qui est commun aux 4 grandes tendances dans ce qu'ils ont fait émerger, c'est le slashing. C'est-à-dire que le slashing est dans les 4 tendances. Il est aux intersections des 4. Il est entre salariat et intrapreneuriat. Il est entre entrepreneuriat et slashing. Il est entre slashing parce que quelqu'un qui aura un revenu universel quand c'est mis en place dans certains pays, mais il a aussi des petits boulots, donc c'est aussi un slasher à côté pour compléter. Donc on voit bien que le slashing, c'est pour ça que je pense que demain tout slasher est partout. Il est aux intersections des 4. Et quand on regarde vraiment des parcours de dirigeants très inspirants, on se rend compte que ce sont évidemment des gens qui n'avaient pas les 2 pieds dans le même sabot, qui parfois étaient des autodidactes, qui sont venus parfois par passion à un métier ils sont venus à l'entrepreneuriat par passion. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et justement, c'est pourquoi je parle d'Yvon Chouinard et de Ricardo Semler, parce que justement dans leur approche managériale et de gestion des entreprises, comme Decathlon d'ailleurs, à l'origine, fondateur de Decathlon était quelqu'un qui donnait sa chance à n'importe qui à partir du moment où il était compétent. On s'en fichait de ce qu'il y avait sur son CV, des diplômes, etc. Donc, écoutez le TEDx de Ricardo Semler parce qu'il parle extrêmement bien de ça, comment il permet aux collaborateurs d'arrêter de travailler le mercredi soir s'ils ont fini leur job pour pouvoir aller à la plage
pour faire des choses qui leur font plaisir et qui les nourrissent et qui leur donnent envie de bien revenir au travail le lundi ou de faire autre chose à côté. Et Yvon Chouinard a totalement cette philosophie et donc je trouve ça très inspirant parce que ce sont des entreprises dans les deux cas qui fonctionnent très bien et qui nous donnent la preuve que au plus on va s'épanouir, au plus on sera efficace au travail. J'avais envie de proposer aussi en livre vraiment inspirant et qui, moi, m'ont vraiment touchée, le livre de Ken Robinson, qui était un chercheur en pédagogie, malheureusement, qui vient de décéder, et qui s'appelle L'élément, ou Comment trouver son élément. Donc, j'aime beaucoup cette notion d'élément aussi, qui est comment on est dans son élément ou ses éléments, on se sent bien plutôt que dans un job ou un métier. La tyrannie de la norme de Todd Rose et Travail, la soif de liberté de Denis Pénel, qui aussi aborde beaucoup cette notion de slashing et qui vraiment questionne la notion de liberté dans le travail et d'une merveilleuse manière. On a tous à gagner à se déployer. On a tous à gagner à découvrir notre singularité. Et je suis convaincue que la découverte de notre singularité, elle passe par la découverte de notre multidimensionnalité. Et d'oser. Et vraiment, pour moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est changer de lunettes, changer de référentiel. Voilà, si on regarde la vie en multidimension, commencez à regarder les gens qui vous inspirent, que vous trouvez, vers qui on se dit waouh, cette vie elle a l'air riche, et comment chacun de nous peut nourrir sa vie par de nouvelles richesses, de nouvelles découvertes, en se donnant un peu d'expansion. Et ça veut dire effectivement s'affranchir un peu du regard de l'autre, s'affranchir d'une normalité. La normalité, elle est très relative, et d'ailleurs vraiment j'invite sur ce thème-là à lire la tyrannie de la norme que j'ai cité dans le livre d'un Américain qui s'appelle Todd Rose, et qui est passionnant. Donc comment chacun va oser faire ce chemin pour s'affranchir de cette normalité, pour être simplement qui il est, à sa juste place, au carrefour de toute cette multidimensionnalité, dans sa singularité en réalité. Je pense que, à mon sens, dans la vie, de notre premier à notre dernier souffle, tout ce qu'on cherche, c'est ça, c'est chercher à être à notre juste place, à grandir, à évoluer, à être la meilleure version de nous-mêmes. Et ça passe par oser explorer des nouveaux territoires toujours. Je remercie Marielle d'avoir accepté mon invitation, et si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner au podcast et à lui mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'ASAP.